Histoire orale de la production intellectuelle en Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie. Bonjour, c'est Bachir. Bonjour, c'est Habib. Bonjour Max. Bonjour Ernest. Tu peux nous dire qui tu es et où on est? Alors, je commence par me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Béchir Yazidi. Je suis tunisien, natif de la ville de Tunis, dans un quartier, parmi les quartiers les plus populaires de Tunis, Bebsouika, Halfawine. Je suis né pratiquement entre Halfawine et Bebsouika. En 1952, donc j'appartiens au siècle précédent, donc natif du milieu du siècle XX. Alors, j'étais élevé dans une famille assez nombreuse, donc pratiquement c'était le cas de la plupart des familles tunisiennes à l'époque. On était 9, frères et sœurs, plus le père, la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, la tante, tous logés dans la même maison. Donc, il faut se battre pour avoir sa place dans la maison, pour manger, et je ne vous dis pas pour pouvoir étudier dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Que mon père, il n'a pas eu une éducation, il a appris à lire dans cette institution coranique qu'on appelle le Koteb, comme pratiquement la majorité des Tunisiens à l'époque. Et encore, on le considérait comme presque quelqu'un qui cultivait. Bon, ma mère, n'en parlons pas, elle ne savait rien. Et donc, il a essayé quand même de nous scolariser tous les 9, mais bon, on n'a pas eu tous le même sort. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui sont arrivés au milieu de la route. Moi, bizarrement, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai pu quand même tracer ma route au milieu de toutes ces difficultés et dans un contexte social, dans un contexte, c'est-à-dire du lieu là où j'habitais, qui n'était pas très très favorable justement pour pouvoir continuer ces études aussi facilement. Donc, j'étais scolarisé dans une école coranique moderne, qu'on appelait à l'époque Khayriya, mais qui s'est transformée en école Al-Arfaniya, en plein Bebsouika, à la rue Taadil. Et c'est là où j'ai eu mon diplôme de fin des études primaires. Et je me suis donc trouvé, à l'âge de presque 12 ans, très loin de mon quartier, c'est-à-dire Bebjdid. Donc, j'étais au lycée Alaoui. Alors que normalement, mes frères, ils étaient au Sadiki, qui était plus près. Mais bon, j'étais très bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai appris à aimer cette institution. Et j'ai passé 6 ans, de 64-65 jusqu'à 70-71, quand j'ai eu mon bac philo-lettres modernes. À l'époque, c'était pas de la tarte. Je vous rappelle que le coefficient de la philo, qui était la matière la plus importante, c'était 6. Et l'arabe qui suivait, c'était 5. Donc, et quand passait les 2 premiers jours, si on les rate, c'est fini. Bon, heureusement, je l'ai eu du premier coup, mon bac, et justement, mon aventure va commencer à partir de cette année-là, septembre 71. Qu'est-ce que j'allais faire comme études supérieures? Et j'étais un très bon élève en espagnol au lycée, et donc j'ai toujours rêvé de faire littérature, civilisation espagnole, qui n'existait pas à l'époque à la faculté, à l'université de Tunis. Donc, j'ai pu avoir une bourse, et hop, à peine 18 ans, j'étais à Toulouse. Donc, moi, qui viens de Bebsouika, subitement, je me trouve à Toulouse, donc perdu. Mais j'ai eu beaucoup de chance, je le reconnais. Donc, j'ai été accueilli par la concierge de la résidence universitaire l'Arsenal à Toulouse. Donc, j'ai pu me débrouiller, trouver un logement rapidement. Je me suis inscrit. Mais j'étais mal parti parce que, avec une bourse, à peine 18 ans, à Toulouse, en 71, donc c'était la belle vie pour moi. Donc j'ai beaucoup plus fait autre chose qu'étudier. Donc Profiter de la vie. J'ai profité de la vie. Finalement, je ne regrette rien. Bon, j'ai passé 2 ans entre Toulouse et Madrid, mais j'ai appris à vivre, j'ai appris à connaître un peu les gens, j'ai appris à me débrouiller tout seul, j'ai appris à gérer l'argent, à gérer les situations, les difficultés. Et puis voilà. Et puis je ne sais pas par quelle magie, j'allais retourner pour une 3e année. Mais là, j'ai décidé de rester à Tunis et de m'inscrire, je ne sais pas, droit, histoire, arabe, je ne sais pas. Bon, le sort a voulu que je m'inscrive
à la faculté des lettres et des sciences humaines à l'époque, le 9 avril, et j'ai fait histoire. Donc 73, 74, j'étais en première en histoire. J'ai repris tout à zéro. Pas de bourse, évidemment, j'étais puni parce que j'ai pas réussi. Mais j'ai pu quand même la récupérer après quand j'ai réussi mon premier examen. Donc, et en 4 années, j'ai eu ma maîtrise facilement avec des mentions. Donc, je me sentais très bien dans ce bain-là de l'histoire. J'avais beaucoup d'amis que j'ai connus, que ce soit au primaire ou bien au secondaire. Donc, j'étais très bien choyé 10 ans. Et j'ai eu ma maîtrise. Bon, j'ai voulu travailler, il fallait bien travailler. Donc, j'ai pris mon premier poste en tant qu'enseignant dans une institution secondaire. C'était à Gendoub. Je me considérais, bien sûr, très bien à ce moment-là. J'étais à 150 km de Tunis, mais il y avait les moyens de transport, le train et tout. Mais j'ai pas beaucoup resté à Gendoub parce que je n'ai passé que deux ans. 2 ans et d'autres ont passé 6 ans et 10 ans. Moi, j'ai eu la chance donc d'avoir comme compagne qui était ma future épouse, qui n'a pas voulu me joindre à Gendoub, et elle a tout fait pour, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, pour me rapatrier donc à Tunis. Donc à Tunis, c'était au lycée des jeunes filles de Mangil, à Rades, une très belle expérience, une dizaine d'années presque, jusqu'à 88. Ensuite, c'était à Jbal Ahmar. Jbal Ahmar, je ne sais pas si vous avez une idée sur le quartier pour les amis, un quartier très très pauvre et très très dangereux, mais j'étais comme un poisson dans l'eau. J'ai aimé ce lycée, enfin c'était un collège, et j'ai passé 11 ans dans cette institution, et j'ai aimé mes élèves, j'ai aimé mon métier, j'adorais enseigner, et je n'ai jamais pensé à reprendre mes études. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé. En 92, un ami qui était avec moi à la faculté, il m'a dit « Béchir, tu sais, on a besoin de toi à la faculté. On a besoin de toi. Tu as pratiquement quelques qualités, voilà toutes les qualités pour être utile. Et je te propose de t'inscrire en certificat d'aptitude à la recherche. » C'était un diplôme qui n'existait plus maintenant. Donc, j'ai réfléchi, puis après tout, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et j'ai proposé à feu Absel Ben Hamida, mon encadrant et ami, il est parti très tôt, le pauvre. Je lui ai proposé de travailler sur un sujet qui m'a été proposé par un autre ami, qui est un grand chercheur en patrimoine et en archéologie, qui est Abdelhakim El Gafsi. Il m'a dit, Béchir, écoute, moi j'ai travaillé sur l'impact de la guerre civile espagnole en Tunisie. Je te propose de poursuivre sur un sujet encore plus intéressant à propos de la flotte républicaine qui, après la défaite des républicains en 1939, est partie du port de Carthagène pour aller on ne sait où, mais le destin a voulu que cette flotte, 12 bateaux de guerre plus un sous-marin, et sous les indications du gouvernement français qui occupait la Tunisie à l'époque en 1939, donc se sont trouvés à Bizerte. Alors tu vas me faire ce travail-là. Donc j'ai fait mon certificat. En 6 mois, 8 mois peut-être, j'ai tout terminé, j'ai soutenu, et ça a marché. Et je me suis inscrit en DEA, diplôme des études approfondies. On m'a fait une équivalence, donc j'ai eu mon diplôme de DEA, ce qui m'a permis de m'inscrire en thèse, rapidement, sans perdre de temps. Et de 94 à 2000, j'ai bouclé ma thèse portée sur autre chose, qui n'a rien à voir avec l'espagnol, sous les conseils et les orientations de mon encadrant, toujours Absel Ben Hamida. Il m'a dit, écoute, il y a des archives extraordinaires au ministère du domaine de l'État et de la conservation foncière. Tu vas travailler sur le domaine de l'État, à l'époque coloniale, et comment c'était donc un des mécanismes pour renforcer la présence coloniale française en Tunisie. L'utilisation donc de ce domaine pour permettre donc la réussite de ce que la France a toujours souhaité derrière cette fiction juridique qu'on appelle protectorat, c'est-à-dire la colonisation du peuplement. Donc, elle va profiter de ce patrimoine qu'on appelle le domaine de l'État. Et j'étais complètement out parce que je n'avais aucune idée sur cette histoire-là. Mais j'ai commencé quand même à fréquenter les archives de ce ministère et petit à petit, j'ai dû m'initier aussi au droit parce qu'il y a plein de droits. Parce que j'ai dû consulter pratiquement les travaux faits à la faculté de droit, le journal officiel, les décrets, les arrêtés et tout ça, parce que c'était la machine législative qui était derrière tout ça. Et petit à petit, donc, j'ai pu rédiger une thèse qui est déjà publiée en 2005. Je l'ai soutenue en 2000.
publié en 2005. Et donc, j'ai sauté un passage, un tournant dans ma vie. C'est quand on m'a poussé, avant de terminer ma thèse, de me présenter devant un jury pour être recruté en tant qu'assistant à l'enseignement supérieur. Bon, mon encadrant, il m'a dit non, tu termines ta thèse avant, tu auras le poste de maître assistant, pourquoi? Bon, un autre, il y avait 2 anges ici, hein, l'autre ange qui me dit, non, tu ne perds rien, tu vas gagner une expérience d'avoir passé devant un jury, pourquoi pas? Même si tu rates, et alors, où est le problème? Donc, j'ai pris le conseil de l'autre, qui est un ami aussi, un collègue, Nordin Dobi, que vous connaissez certainement. Et il m'a poussé, ça a très bien marché. Et derrière tout ça, il y avait Lazar Larbi qui cherchait quelqu'un pour le seconder à la faculté de la Monouba pour l'histoire contemporaine occidentale. C'est donc j'étais recruté, voilà. C'était en 98-99. Et en 2005, comme j'étais vacataire depuis 97 dans cette institution, que je vais présenter tout à l'heure, j'ai demandé au directeur de l'époque, je lui ai dit, est-ce que je peux devenir un chercheur permanent? Il m'a dit, mais c'est mon souhait, c'est mon rêve. Tu fais ta demande tout de suite. Le fameux texte de ma demande passe devant le recteur. Si Slahaddin El-Gharissi, je le remercie encore une fois en son absence, il a dit pas de problème. Donc, et j'ai débarqué ici en tant que chercheur permanent à la tête d'une unité qui a été lancée par mon collègue et ami en 92, Habib Kazdarli, et j'ai repris donc les commandes de cette unité en 97 jusqu'à pratiquement ma retraite il y a 5 ans. Alors, justement, Voilà. on est où, là? C'est quoi cette unité? Donc, alors cette institution, c'est un aboutissement heureux d'un travail d'une équipe d'historiens qui, à la fin des années 70, s'est réunie avec la présence du fameux Charles-André Julien et de notre professeur inoubliable Mohamed Hadi Cherif. Quelques éléments de cette institution qui va devenir l'institution dans Qmar Bendel, que vous connaissez certainement, et Monsef Chebi, je ne dis pas de bêtises aussi, qui est l'éditeur de Arabesque. Oui, je crois qu'il était aussi parmi ces... Pour penser sur ce qu'on appelait à l'époque le PNR. Alors, PNR, c'est-à-dire le Programme national de la recherche pour l'histoire nationale de la Tunisie, du mouvement national. C'était presque une réaction contre l'histoire officielle prônée par Bourguiba et par tous ceux qui étaient dans le giron de Bourguiba pour écrire une histoire de la lutte nationale telle qu'elle est conçue, vue sous l'angle et à l'angle de l'idéologie bourguibienne et tout ça, et qui a bien sûr éclipsé pas mal d'acteurs, pas mal de formations politiques, syndicales, socioprofessionnelles, qui ont eux aussi une même formation religieuse, il faut parler des Zaïtouniens, qui ont participé aussi activement que le Néo-Destour à l'époque pour la libération de ce pays. Donc c'était le fameux PNR. Et c'est quoi? C'est essayer d'avoir accès à toutes sortes de documents pour justement essayer de écrire cette histoire de notre pays depuis l'installation du protectorat français jusqu'à la libération et même après 56 jusqu'à disons la bataille du Bizerte, peut-être un peu plus loin. On va revenir à ce point tout à l'heure. Ok. Et là je crois que c'est Charles-André Julien ou peut-être André Nouchy aussi. Ils ont tout fait, ils ont pesé de tout leur poids pour essayer de récupérer les archives qui se trouvaient à l'époque à Nantes, aux archives diplomatiques de Nantes, et qui étaient les archives qui étaient à la résidence générale à Tunis, qui ont été rapatriées en 56, évidemment. Et dans la foulée aussi, les archives qui se trouvent au Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères en France. Donc, on a récupéré des copies, des microfilms. Ouais. Donc, cette institution qui a commencé à travailler hors d'un cadre officiel, il y avait pas cette institution, mais ceux qui se sont intéressés à ce fameux programme ont commencé à travailler en organisant des colloques presque cycliques chaque 2 ans. Et le premier, je crois, si j'ai une bonne mémoire, c'était en 81. Et c'était quoi l'appellation officielle, enfin formelle? C'était toujours le PNR.
Il n'y avait pas le nom de l'institution. Il faut attendre encore quelques années. Mhm. Mais c'est pour ouvrir une grande parenthèse pour parler justement des archives orales qu'on n'a pas encore commencé à utiliser pour la recherche. C'était trop timide. Mais lors de ces colloques, justement, il y a eu la présence des gens qui sont venus pour écouter les interventions des historiens à propos de l'histoire du mouvement national. Et parmi ces gens qui arrivaient pour assister, c'était comment on appelle ça, des acteurs, c'est-à-dire des témoins qui connaissaient bien, très bien, ils étaient impliqués dans la lutte nationale, dans Azouz Rbe'i, dans Boudeli, enfin des noms que nous connaissons à travers l'histoire officielle de la Tunisie, et qui venaient justement rectifier, critiquer, et ça était enregistré. Donc ça a donné un autre son de cloche pour écrire cette histoire, ne plus se contenter des archives papier. Donc, et puis, notre cher Zine Abdine Ben Ali, il a eu l'idée, on lui a soufflé peut-être l'idée, pour donner, disons, ses instructions pour la création d'une institution officielle qui s'occuperait justement de l'écriture, de la collecte, de tout ce qui pourrait intéresser l'histoire de la Tunisie durant la période coloniale. Et c'était le décret d'avril 1991, si je ne dis pas de bêtises, qui a donné lieu justement à la création officielle, formelle, de cette institution par décret. C'est un décret présidentiel. Le statut, tout ce que tu veux, ça fait partie justement de ce décret, ce qui justifie aujourd'hui les difficultés pour changer notre statut, parce qu'il faut qu'il soit fait par décret aussi présidentiel. Donc ça, c'est un autre problème. Et le premier local, c'était à El Manar. El Manar, on a loué, enfin, ils ont loué une grande maison par, disons, respect à l'âme d'un des premiers historiens de l'histoire de la Tunisie, Béchir Tlini. C'était sa propre maison. Lui, il est parti très tôt, dans un accident regrettable, évidemment. Et puis, il y a eu, donc, Deligez, paix à son âme, il était un fan de notre travail, de notre institution. Il a tout fait, justement, pour qu'on construise quelque chose dans le campus de la Manouba. Donc, la Manouba, vous savez, ça a été le nouveau campus durant les débuts des années 80. C'était en 81 qu'il y a eu la première institution, qui est la faculté des lettres et des sciences humaines, des humanités et tout ça, de la Manouba. Et donc, dès qu'il quittait le ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, il voulait rendre ce campus un campus à l'image, disons, américaine, où il y aura tout, plusieurs facultés, plusieurs institutions, donc un petit village, comme on dit en Espagne, la ciudad universitaria, c'est-à-dire le village, c'est une ville universitaire, où il y a des restaurants, les salles de cinéma, bon, ça n'a pas donné tout ça, mais quand même, on a eu droit à avoir ça, et je crois que c'était en l'an 2000. En l'an 2000, quand on s'est déplacé, on est venu ici, et voilà, c'est l'institut qui était à l'époque de l'histoire du mouvement national, ça a continué toujours comme ça, jusqu'à la fameuse révolution des Jasmins. On a décidé d'enlever cette dénomination. Bon, c'est un autre problème, mais ça a changé de nom. Maintenant, on l'appelle l'Institut supérieur de l'histoire de la Tunisie contemporaine. Voilà. Peut-être c'est mieux, pour ne pas trop se coller à l'étiquette de mouvement national seulement. Parce qu'il y a des tas de choses à faire dans cette institution qui pourraient être justement du genre lutte, militantisme, guérilla, félagisme, entre guillemets, tout ce que vous voulez. Mais on peut aussi parler d'art, de culture, d'anthropologie, de sociologie, tout ce que vous voulez, d'ethno, de folklore même, qui se passait à l'époque coloniale, mais qui pourrait être conçu dans une autre perspective, sans pour autant démontrer, comment dire, son nationalisme contre la France. Voilà, nous sommes donc au campus de la Manouba. Nous faisons partie de l'université de la Manouba. C'est un centre de recherche qui réunit 4 unités, l'unité de l'histoire, je crois, ou des études historiques, l'unité des archives, l'unité d'histoire orale, et la 4e, il faut que je me rappelle. Je vais surtout reprendre en détail un peu ce long itinéraire Oui. qui est extrêmement important. Et
ma première question, je vais carrément revenir dès le début. Tu as parlé de ta famille. Oui. Quelles conditions sociales tu as vécues, tu as grandi? On était une famille pas très aisée, moyenne. Moyenne. C'est-à-dire, je ne me souviens jamais d'avoir été privé de manger ou de boire. Comme je t'ai déjà dit, on était 9, mais sur ces 9, 2 seulement ont eu leur bac et ont fait des études d'histoire supérieures. Moi et ma regrettée sœur qui a fait droit. Elle est partie très tôt. Les autres ont commencé à travailler. Bon, il y en a qui ont commencé quelques années au secondaire et tout ça. Mais justement, les besoins ont augmenté et il n'y a plus de perspective pour continuer les études pour mes 2 sœurs aînées, pour un autre frère aîné qui ont commencé à travailler prématurément, 10 ans. Et ma sœur, une de mes sœurs, elle était tellement intelligente qu'elle a pu se débrouiller, être dans une banque, la STB. Donc, il y avait des rentrées d'argent qui aidaient ce que mon père gagnait. Mon père, il était cuisinier, hein, il était chef cuisinier. Il m'a passé ce virus. Moi, j'adore faire la cuisine, donc c'était grâce à lui. Mais c'était pas un propriétaire, donc il a toujours été un salarié. Mais bon, il faut dire que la vie était moins chère qu'aujourd'hui. On n'était pas aussi exigeants. On mangeait ensemble, tu connais un peu comment c'est les familles moyennes, dans la même marmite. On était tout le temps contents. Bon, c'était pas un problème. On n'a jamais été privés. On s'habillait très bien, bon, correctement, je dis correctement. Surtout après mes 2 sœurs qui travaillaient. Donc, on pouvait même passer quelques mois l'été au bord de l'eau. On pouvait louer une petite maison pour nous amuser. Donc, on était une famille moyenne. Donc, on avait tout ce qu'il fallait pour être heureux. Allez, Ok. heureux. Est-ce que c'était une famille plutôt conservatrice ou plutôt, entre guillemets, libérale dans le sens large du mot? C'était quel genre de famille, quel genre d'éducation tu as eu? Alors, une éducation très, 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 très permissive, très libre, très, très ouverte. La seule personne à la maison que je voyais faire ses prières, c'était ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Mais c'était juste voilà, parce qu'on fait comme ça, c'est tout. Mais c'était pas pour. Par exemple, on m'a jamais, moi, demandé de faire la prière. Je me rappelle que mon frère aîné, il prenait de l'alcool sans problème. On organisait dans notre maison, par exemple, des petites fêtes où le vin circulait. Bon, mon père, il n'était pas très conservateur, mais il tenait à ce qu'il soit respecté. C'était un peu comment on appelle ça, le patriarche. Donc, il nous laissait tranquilles, il n'assistait jamais, il se mettait tout seul dans sa chambre. Donc, mais nous, on faisait ce qu'on faisait. Non, non, c'était une famille très, très ouverte. Y compris pour les filles? Ah, les filles, si justement, entre les photos de mes sœurs, les années 60, comment elles s'habillaient, c'était le micro, le mini, le décolleté. Non, 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 c'était. Puis on a commencé à avoir quand même une vie plus facile, c'est-à-dire avec ces rentrées d'argent qui venaient de mes sœurs et de mes frères. Donc moi personnellement j'étais gâté. Tout ce que je demandais, je l'avais. On m'a demandé d'aller au Cotep quand j'avais l'âge de 5 ans. J'ai pleuré comme un chien qui aboyait. On m'a dit bon, c'est plus la peine, tu vas plus y aller, ça s'arrête là. Donc tu vois, il n'y a pas ces contraintes. Et je le dis non seulement pour ma famille, je me rappelle aussi tous ceux qui habitaient dans la même rue que nous, c'était des familles, la porte toujours ouverte, on s'amusait, filles et garçons, on organisait des jeux ensemble, il n'y avait pas cette. Oui, quand je pense à tout ça, c'est avec amertume et avec regret, parce que c'était très bien, c'était de très bons moments, je dirais épanouissants. C'était très épanouissant et on apprenait, malgré notre jeune âge, on faisait des pièces de théâtre dans la place de quartier, qu'on inventait, on jouait à ce que jouaient les jeunes gens à l'époque, le ballon, le western, tout ça. À partir de quel moment, autant que tu te rappelles bien sûr, tu as commencé à rêver d'un avenir précis, genre je veux devenir ceci ou cela, je vais faire des études ou pas, et ainsi de suite? Pour être honnête, non. J'ai jamais pensé. Je sais pas. C'était une traversée qui se faisait mécaniquement. À chaque étape, je reprends la prochaine, sans pour autant penser que je vais arriver à quelque chose. Ça marche, et puis c'est tout. Ça marche. Et pourtant, j'étais avec des amis, des camarades de quartier, qui n'ont pas terminé leurs études. Il y en a qui sont partis après, bien sûr,
comme travailleurs immigrés, et j'en ai plein, d'autres qui sont devenus des bandits, d'autres qui sont devenus des délinquants, quelques-uns ont été au lycée, mais n'ont pas poussé très loin leurs études. Mais pour moi, je ne sais pas comment ça se passait. Bon, j'étais passionné, je lisais beaucoup, depuis mon très jeune âge. Le livre était dans la maison. Ah, le livre, oui, mon père, bon, il n'était pas très cultivé, mais il savait lire. Il lui faut son journal, sa berge tous les jours. Ah, il n'y a pas à discuter. Puis, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a amené tout ça. Il avait toute une collection de Moussaour, cette revue qui nous venait de l'Égypte. Donc, j'avais une culture très précoce. Entre guillemets, je suis un artiste. J'adore la musique. D'ailleurs, je chante jusqu'à aujourd'hui. Je fais beaucoup de peinture jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai appris à aimer tout ça depuis mon très jeune âge. C'est-à-dire, et puis, on avait la radio. Et c'était un luxe à l'époque. Donc, j'écoutais beaucoup la radio. Et ma mère, qui était mélomane, c'est comme si elle m'encourageait, je sais pas. Elle me poussait à écouter les pièces théâtrales radiodiffusées du mardi ou du samedi, en langue littéraire le vendredi. Donc, je les suivais. Pour moi, c'était sacré. Et j'avais une bonne mémoire. Il suffit que j'écoute une chanson aujourd'hui, demain je l'ai dans ma tête. Donc, j'étais un peu curieux. Donc, je lisais beaucoup. J'ai lu les Trois Mousquetaires en arabe, traduits. Et j'ai commencé à lire les livres policiers traduits en arabe aussi. Donc, je lisais en arabe. Enfin, j'étais féru de lecture. Donc, il y avait des livres dans la maison. Il y avait des livres. Il y avait des livres, il y avait des revues. Il y avait ma passion quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans. C'était les illustrés, Blake, Hakim et tout ça. Que mon père ne voulait pas qu'on les lise, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais moi que j'adorais. Donc j'ai appris à lire prématurément et même écrire. Et cette passion de la lecture reste encore en dehors du cadre du travail? Aujourd'hui? Oui. Mais je ne peux pas vivre sans livre, sans lire. Ah, je termine un livre, il faut que je prenne un autre. Non, c'est... Et qui n'a rien à voir avec l'histoire, hein. Ah, je lis les essais, le théâtre, les romans, je lis tout, pratiquement. Le dernier livre que j'ai terminé, c'est le dernier livre d'Edgar Morin, qu'il a publié en 2021, en juillet. Son dernier livre qui tend un peu sa biographie. Est-ce que à ce moment-là, où tu commençais à lire, à découvrir la littérature et tout ça, t'as commencé ou affirmé disons, une conscience politique? Est-ce que tu commençais à t'intéresser un peu à la question politique? Alors, ce n'est pas venu de moi-même. Je peux même me confesser pour dire que ça ne m'intéressait pas du tout. Bien que j'ai vécu les événements de Bizerte. La bataille de Bizerte 61, juillet 61, j'avais, 52 jusqu'à 61, j'avais à peine 10 ans. Bon, mais quand même, je comprenais pas mal de choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a reçu des réfugiés qui sont partis de la région de Bizerte. C'est de la famille, je sais pas, moi je ne la connaissais pas. Il y avait au moins une dizaine de personnes qui étaient hébergées chez nous, et on parlait de tout ça, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était un petit gamin qui est venu avec cette famille-là, avec qui je jouais, c'est tout. Bon. Alors, quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à la politique? C'était en première année du bac, 5e année secondaire. Parce que j'ai fréquenté quelqu'un qui était très éveillé par rapport à nous, Sami Kourda. Et c'est lui qui nous a poussé à penser, à avoir des attitudes et des positions vis-à-vis de la dictature de Bourguiba à l'époque. Et on a pensé même créer un parti révolutionnaire, je ne sais pas quoi. On lisait Marx dans l'entrée de la maison de Sami Kourda, et c'est là qu'on se réunissait pour comprendre le capital. Tu t'imagines? Bon. J'ai pris conscience, justement, de la réalité politique de l'époque. Cette réalité, je l'ai laissée à part parce que je m'intéressais à mes études et je commençais à devenir très prétentieux pour réussir mes études. J'étais dans une section scientifique, maths sciences, alors que j'étais nul en maths et en physique. Donc, je ne me voyais pas comment faire pour réussir mes études secondaires. Et j'ai harcelé mes parents pour qu'ils interviennent en ma faveur, pour que je change de section. Et je me rappelais de la réplique du proviseur, qui était le père de notre actuel chef du gouvernement, Bouden. Il a dit à mon père, « Est-ce que vous croyez que la section lettres est une poubelle, monsieur? Ne viennent pas aux lettres n'importe qui.
Il faut les mériter. Et il a fallu donc que je cherche ailleurs des interventions bien placées. Et c'était mon beau-père, mon beau-frère, c'était le mari de ma sœur aînée, qui était algérien, qui était consul. Et donc, il a intervenu en ma faveur pour que je devienne littéraire. Donc, il a fallu que je réussisse ce défi et réussir mes examens. Le premier en 5e année et le deuxième, le plus important, le bac. Donc, pour moi, c'était le plus prioritaire. Et j'ai repris un intérêt très médiocre, très modeste, à la chose politique quand j'étais à Toulouse, lors des événements de 72, qu'on vient de fêter il n'y a pas longtemps, le 5 février. Mais je ne comprenais pas, parce que j'étais dans une autre logique de gamin qui avait de l'argent, qui était en Europe en 72, 71. Ça ne m'intéressait pas, les discours politiques. Bon, mais j'y assistais quand même, parce que les Tunisiens qui étaient là-bas, ils étaient au restaurant universitaire pour nous donner des tracts, pour nous obliger à écouter ce qui se... Alors, je vais me confesser et dire, sans aucune honte, je ne voulais jamais être engagé politiquement. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. Engagé, tu veux dire? C'est-à-dire militant. C'est-à-dire actif. Mais quand même, j'ai des positions. J'ai des points de vue. Oui. Mais ces points de vue, j'ai toujours refusé qu'ils soient des points de vue, comment dire, c'est-à-dire uniformes, qui refusent le dialogue, qui refusent l'ouverture sur d'autres idées. C'était une chose que j'ai découverte quand j'étais à la faculté, 9 avril. On me reprochait parce que je fréquentais des historiens. Et on allait me battre parce que j'avais des amis d'historiens. Après, j'ai eu des problèmes parce que j'ai fréquenté les révisos. Tu connais certainement, bon, des amis de Staline et tout ça, qui n'étaient pas les vrais communistes. Mais j'aimais bien leur compagnie. Et puis j'écoutais ce qu'ils disaient. Donc, j'ai appris à emmagasiner, à écouter. Donc, j'avais cette patience d'écouter. J'écoute. Mais j'écoute tout. Je ne veux pas, quand même, être toujours dans l'opposition comme ça, gratuite. Non. Si je prends une position, c'est après avoir écouté pas mal de versions. Peut-être c'est ce qui va me permettre aussi d'être, disons, un bon historien. Je sais pas. Parce que être historien aussi, il faut pas être juge, pas de procès, pas de prise de position comme ça, disons gratuite, comme j'en vois chez certains collègues. On va revenir au rôle de l'histoire et comment on le fait. Mais juste une petite parenthèse pour qu'on soit d'accord. Comment tu définis rapidement la différence entre être engagé et être militant? Je ne définis pas, je précise. À mon avis, c'est discutable. Quand on est engagé, on doit être militant. Je crois que ça va de pair. Mais il y a une troisième voie. Qui est être à l'écoute et être intéressé. Quand je sens que je suis dans une posture pour prendre une position X ou une position Y, je le fais. Mais par exemple, être contraint d'assister à des réunions qui ne se terminent jamais, parce que j'ai fait l'expérience. Je l'ai fait le lendemain de la Révolution avec le regretté Salah Hazridi. Oui. Il était mon voisin, un ami, et il m'a poussé. Mais j'ai vu que ça ne donne rien. On n'arrête pas de blablabla, on n'arrête pas de répéter les mêmes choses. J'ai vu le visage de Ben Slem, le psychiatre qui est à Paris, qui est un ami, c'est un camarade de Alaoui. Il venait exprès, le point, parce qu'il y croyait dans ce qui allait se passer. Et puis quand je le voyais, je vois sur son visage qu'il se disait à l'intérieur, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Et ça n'a fait que renforcer, non, mais me convaincre, encore une fois, que c'est pas ça le militantisme, c'est pas ça être engagé. Où je peux faire quelque chose de concret et qui a une portée, qui a un impact, qui pourrait changer la donne, sinon je m'éclipse. Alors, l'historien, l'homme adulte, voilà. L'historien, voilà. Quelle est ta grille de lecture, si je peux dire? Est-ce que tu pars dans l'étude des phénomènes à partir de quelques références plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt religieuses, plutôt conservatrices? Est-ce que tu as une grille de lecture ou est-ce qu'à chaque moment tu as quelque chose de différent?
Exactement. Quand tu as dit la position de l'historien dans la société. C'est vrai, moi je crois à la chose suivante. L'historien, il n'explique pas. L'historien, il change. Mais, est-ce que je suis capable de le faire? Ou bien est-ce que je peux le faire? Peut-être, je ne sais pas. Cela dépend de ce que je suis en train d'écrire. Et surtout de l'impact de ce que je suis en train d'écrire. Mais je me rappelle toujours de cette formule, l'historien est appelé à changer sa société et non pas à expliquer ce qui se passe dans sa société. Je reconnais, je me confesse, peut-être que je me suis trop engagé dans la voie de l'explication. Beaucoup plus de cette prétention de vouloir changer. Et je suis d'accord avec... Peut-être que ça vient de l'esprit de Gramsci, cette histoire-là. Le changement, tous ceux qui écrivent quelque chose, tous ceux qui sont engagés dans l'écriture. Et je crois que c'est ça qui m'a manqué. Je le reconnais. Est-ce que quand j'écris, est-ce que j'écris pour être dans cette dynamique de vouloir influencer ou de vouloir, c'est-à-dire obtenir une conscience de la chose. Voilà, je prends l'exemple, par exemple, de mon intérêt pour les études de l'hydraulique urbaine, sur l'eau. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi j'ai choisi cette question-là? Par définition, un historien qui se respecte, quand il écrit quelque chose, même qui remonte à l'Antiquité romaine, il part toujours de préoccupations présentes. Est-ce que ce que j'ai produit en parlant de la politique coloniale dans le domaine de l'hydraulique urbaine pourrait avoir un impact pour changer l'actuel? Je ne sais pas. J'aurais bien aimé. J'ai discuté à ce propos avec le regretté Horchen. Qui est parti assez récemment, malheureusement. Assez récemment, malheureusement, je sais. Mais qui était un grand expert de tout ce qui est sources hydrauliques et tout ça. C'était un homme que je respectais beaucoup. Et je me rappelle de son geste quand il a fait comme ça. Il m'a fait comme ça. Oui. Est-ce que ça pourrait changer? Quand on écrit ou bien quand on fait des conférences, parce que lui, il en a fait des conférences, il a essayé de montrer que il faut s'intéresser à cette chose-là, mais même pas seulement en Tunisie, partout. Donc, moi, j'aimerais bien changer, plutôt participer au changement, par mes réflexions, par mes écrits, par mes communications que je donne un peu partout et tout ça. Mais je sais pas. Je sais pas est-ce qu'il y aura des gens qui va m'écouter aujourd'hui? Je peux élargir la question. Qui écoute l'historien en Tunisie? Est-ce qu'il y a une place Je commence à en douter. Au contraire. À l'historien. Au contraire, l'historien, il dérange. L'historien, il a toujours dérangé. C'est son rôle, non? Mais il dérange, et quand il dérange, il reçoit des coups qui peuvent nuire à cette discipline ô combien importante et intéressante pour la formation de la tête de l'enfant jusqu'à sa mort. Je vais vous donner quelques exemples. Napoléon III. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait son coup d'État de président de la République? Il est devenu empereur. Et il y a eu une réaction contre tout ça, dont Victor Hugo et plein de gens qui l'ont critiqué et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait justement pour essayer de calmer les gens? Il a éliminé l'enseignement de l'histoire et de la philosophie. C'est pas par hasard qu'il l'a fait. Parce qu'il sait très bien que c'est une matière, quand elle est enseignée correctement, elle peut participer à l'éveil de l'esprit critique et à comprendre ça. Ça, nous, on le sait. Mais un garçon de 15 ans et 14 ans, moi, je le faisais. Moi, j'essaie toujours, avec les enfants, quand j'étais au secondaire, de leur montrer que quand vous allez être avec moi dans une classe d'histoire, ce n'est pas pour apprendre une récitation. Je ne suis pas là pour vous remplir la tête. J'essaie de vous donner des données pour réfléchir. Alors, je commence toujours par des questions. L'autre exemple, c'est aussi le tsar. Alexandre II, je crois, il a fait la même chose. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, tu as au secondaire 1 heure de cours d'histoire, avec un coefficient très faible, et avec des méthodes d'enseignement nulles. Et
que le professeur doit dispenser l'après-midi de 4 heures à 5 heures, quand l'élève n'a plus envie de... Donc, ça, c'est pas fait comme ça, c'est fait dans une optique pour justement marginaliser. Et on a essayé même d'éliminer l'enseignement de l'histoire, je sais pas si tu te rappelles, en 2003, 2000 quelque chose. On a dit pourquoi lui réserver une heure de cours comme ça officielle dans le emploi du temps. Non, ça peut être une activité le vendredi après-midi dans le cadre de club. Et c'est pas par hasard, c'était voulu. Quand tu dis ça n'a pas été fait par hasard, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ça a été fait pour quelle raison? Ben, si on a pris une décision, elle est politique, cette décision. C'est pour justement essayer de mater plus et de pouvoir dominer. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement dans l'histoire. L'éducation, d'une manière générale, quand tu la marginalises et quand tu la rends très vide de son contenu, regarde la philo. Moi, quand j'ai appris la philo, quand j'étais au lycée Alaoui, les années en 70, ce n'est pas la philo d'aujourd'hui. C'était 10 heures de cours par semaine. On avait des textes, des livres, Merleau-Ponty et Sartre et compagnie, et on discutait 10 heures par semaine, c'est toute l'air. Et ça nous a donné quelque chose qui, aujourd'hui, va déranger. Et tu vois que le niveau, il est en train de baisser à une allure très inquiétante. Donc, l'historien, pour revenir à l'historien, dans sa société, dans son milieu, il dérange. Quand il fait son travail consciencieusement et correctement, avec les objectifs que tu connais, c'est-à-dire vouloir changer. Donc, est-ce qu'on est capable de changer? Qui écrit l'histoire? Oui, j'ai une petite question sur les périodes dans laquelle l'historien a fait l'histoire, écrit l'histoire. J'ai lu beaucoup de livres sur l'histoire tunisienne jusqu'à l'année 56. Après, il y a, c'est sûr, mais il n'y a pas beaucoup de livres, des études après cette année. C'est une question de l'institutionnalisation de l'histoire en Tunisie. Comment nous pouvons comprendre ce découpage? La question est rattachée à quelque chose de très évident, c'est les archives. C'est les archives. Notre grand problème, si j'ai bien compris, s'agissant de l'histoire de la Tunisie, oui, contemporaine, ouais. Hein, notre grand problème après 56, c'est accéder aux archives. Les archives nous sont données au compte-gouttes. Évidemment, c'est connu. Par exemple, notre seule source qui était très intéressante pour nous, c'est Quai d'Orsay à Paris, c'était Nantes et tout ça. Mais là, quand tu veux chercher quelque chose qui concerne les années 60, même la bataille de Bizerte, des choses que nous considérons bien connues, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ce sont des archives encore réservées. Ne seront disponibles qu'en 2015. Le sud de la Tunisie. Ce qui s'est passé entre 56, 57, 58, dans le cadre de ce conflit entre Bourguiba et Salah Ben Youssef, toute la situation, en gros, jusqu'à la bataille très mal connue d'évacuation, au même temps que Bizerte, et les gens l'ignorent, c'est la bataille de la bande de 233 au sud, ouais, tunisien, très mal connue. Pourquoi? Parce que les archives ne sont pas encore ouvertes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut écrire n'importe quoi en se basant sur les journaux, sur des informations qui pour moi ne sont pas fiables à 100%, ou bien attendre? Bon, on essaie justement de suivre un peu, et heureusement que il y a quelques cartons qui commencent à être consultables, surtout au palais de Vincennes. Palais de Vincennes, en ce qui concerne la période après 56, c'était plutôt une question beaucoup plus militaire que politique. Donc c'est ce qu'on appelle le CHAS, le service historique de l'armée de terre, là où on trouve justement des choses qui pourraient peut-être éclairer cette période. Bon, on essaie malgré ça, en se basant sur d'autres archives, dont l'histoire orale évidemment, de construire justement cette histoire qui va de 1956 jusqu'à... Maintenant, on vise plus loin parce que
Il y a les années 70 qui sont riches maintenant en événements. Et même après, écoutez, les événements sont en train de se dérouler à un rythme très accéléré. Est-ce que l'historien va faire le travail d'un chroniqueur, d'un journaliste? Bien que c'est un travail aussi très intéressant. La preuve, nous, aujourd'hui, parmi les archives sur lesquelles on se base pour écrire notre histoire, c'est les journaux. Les journaux de l'époque des années 30, etc., des années 40. Mais jusqu'à quel point ce qui est en train de s'écrire aujourd'hui, au jour le jour, sur ce qui se passe, moi je parle bien sûr des années 70, 80 jusqu'à aujourd'hui, pourrait constituer des éléments archivistiques, des outils de travail pour l'historien. Il y en a qui sont pour, par exemple, notre collègue Yami Fathissir, il n'en voit aucun inconvénient. Parce que lui, c'est un féru de l'histoire immédiate. Il se dit que l'historien, il est capable de réfléchir. Même à partir de données publiées aujourd'hui. C'est vrai, l'historien, il a besoin de ce recul. Il a besoin de voir ce qu'on appelle les archives officielles. Mais une question qui se pose, peut-être qu'on va évoquer en parlant de l'histoire orale, si vous voulez. Est-ce que les archives écrites, est-ce que les archives officielles qu'on trouve dans les placards des ministères ou des gens de décision, est-ce que ces archives-là ne sont-elles pas aussi manipulées? Jusqu'à quel point elles sont aussi fiables pour écrire une histoire crédible? Est-ce qu'il y a une histoire crédible? C'est une question à laquelle on ne trouve pas une réponse. Est-ce que l'historien cherche à arriver à la vérité? Point d'interrogation aussi. Moi, je dis, juste pour calmer un peu la polémique et la discussion, l'historien, il essaye d'être avant tout objectif. Objectif, ce que j'ai commencé à dire depuis tout à l'heure, en parlant de engagement, militantisme, etc. L'historien, il doit être objectif. Il doit essayer justement pas uniquement de relater les faits. Il est obligé aussi d'émettre des avis. Il est obligé de faire des interprétations, des lectures personnelles, de critiquer. Ça, c'est important. Mais le fil entre la critique, l'interprétation et la lecture des faits, le fil, il est très mince. La question où est-ce que l'historien se situe est d'autant plus importante en Tunisie qu'il y a, si je peux dire maintenant, on est en 2022, qu'il y a maintenant deux histoires. Il y a l'histoire officielle et l'autre histoire qui commence à se libérer surtout à partir de 2011, mais pour quelques-uns même avant, qui ont osé écrire des choses, oui, bien sûr. Oui. On a fait partie pour certaines choses et alors justement, est-ce que quand on dit l'histoire officielle, ce ne sont pas des fonctionnaires, il y a quand même des chercheurs qui ont été chargés, ce qu'on pourrait appeler les historiens du prince. Est-ce que ça a existé réellement en Tunisie, disons, à partir de l'indépendance au moins? Alors, justement, à partir de l'indépendance, il y a eu un événement très important qui est la réforme de l'enseignement, novembre 58. Attachons-nous uniquement à cet événement. Mais pourquoi, justement, on a voulu réformer l'enseignement? Bon, c'était dans le cadre de la reconstruction du pays après le colonialisme, la création de nouvelles institutions. C'était la mise sur pied du nouvel État moderne de cette jeune Tunisie, récemment libérée du joug du colonialisme. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui était sous-jacent pour Bourguiba et compagnie, mais surtout pour Bourguiba. Bourguiba, c'était le vainqueur sur tous les plans. Vainqueur entre guillemets contre la France, à discuter. Mais vainqueur surtout contre ses rivaux. Oui. Contre ses rivaux, contre Farhat Hachet, faut pas l'oublier. Oui. Farhat Hachet qui aurait pu être un grand concurrent. Il avait beaucoup plus de charisme et surtout de popularité, parce qu'il était à la tête d'une institution qui avait comme membre
les travailleurs qui étaient beaucoup plus nombreux que les historiens convaincus ou pas. Et puis l'autre, Salah bin Youssef. Donc il y a une belle photo d'ailleurs que tu as peut-être vue sur le livre de Zaza, Oui. qui fait la couverture. Elle est très belle cette photo. Oui. C'est la première fois que Bourguiba rencontre Farhat Hached. Et puis la main de Salah bin Youssef qui pousse Farhat Hached pour lui dire ne regarde pas Bourguiba, regarde l'objectif de la caméra. Enfin, à chacun sa lecture de cette photo qui est très belle et qui démontre que Bourguiba voudrait être le seul et unique bénéficiaire de cette histoire du mouvement national. Et il a eu ce qu'il voulait, mais maintenant il s'agit, en 56, 57, 58, de légitimer son pouvoir. Il va le légitimer par le plus grand instrument, la plus grande arme qui est capable de s'introduire dans la tête des gens pour leur faire accepter que Bourguiba est le seul Zarim, le seul maître à bord, c'est l'enseignement. Je reprends une citation de je crois c'est Nora qui l'a dit, Pierre Nora, les seuls gardiens de la mémoire sont les élèves. Donc il faut jouer sur ça. Et pour légitimer donc sa présence, c'est le domaine de l'histoire. Donc il faut écrire une histoire telle qu'elle est voulue et conçue par Bourguiba. Et ça a fonctionné comme ça pendant une trentaine d'années. Donc tu vois, et le pauvre professeur de l'enseignement secondaire, qui doit travailler, comme je l'ai fait moi, à partir de 117 pour gagner ma croûte. Donc je dois appliquer. Il faut appliquer parce que l'inspecteur, il est là, derrière toi. Et les consignes que tu reçois quand tu reçois ton premier poste, c'est appliquer les consignes qui sont qui émanent du ministère. Si tu ne les appliques pas, tu es puni. Donc nous, on était ou bien d'être très diplomate, très capable de pouvoir inculquer aux élèves ce que le programme exige, mais en même temps, d'une manière, et c'est là la didactique, ce qu'on appelle la didactique de la matière, et la pédagogie diffèrent d'un enseignant à un autre pour savoir comment, en parlant des qualités de Bourguiba, mais en même temps, leur dire que il n'y a pas que Bourguiba. Parce que il faut que vous sachiez une chose. Dans les administrations de tous les lycées à l'époque de Bourguiba, le directeur, le proviseur, il n'était pas uniquement proviseur. Il était quelqu'un qui doit surveiller et faire son rapport sur ce qui se passe dans toutes les classes. Et dans chaque classe, chaque proviseur qui se respecte, fait bien son travail, doit avoir un élément sûr, intelligent parmi les élèves qui peut lui rapporter ce que M. Yazid est en train de dire en classe de 9 à 10. Ça arrive. Et on le sait. Est-ce que tu as réussi quand même? J'ai jamais eu de problème. J'ai passé 20 ans dans l'enseignement secondaire comme un roi. Parce que tu t'es plié aux règles ou parce que tu as réussi à Allez, je trouver... vais quand même me lancer des fleurs parce que quand Oui, même, j'ai quand même. pu être C'est un excellent occasion. pédagogue. J'étais très bien encadré. J'avais des inspecteurs qui, je vais la citer, Naziha Fashishi, une dame exceptionnelle qui m'a appris à faire mon travail. Et puis j'avais cette, comment dire, cette faculté, et j'avais cette capacité, et je l'ai peut-être parce que j'aimais bien le théâtre. Comment inculquer des choses sans pour autant trop m'embourber, m'enliser et me mettre en danger. Donc c'est la manière comment tu relates les choses, comment tu choisis les exemples, sont impliqués sans qu'on trouve aucune preuve que tu es en train de dévier. Donc avec le recul, l'enseignant il y a plusieurs années, maintenant peut dire moi j'ai fait ce que j'ai pu dans les limites possibles. Je ne blâme aucun collègue s'il a suivi les consignes de c'est une question de vie ou de mort. Bon, j'exagère un peu. Mais ceci dit, parallèlement, il y a l'enseignement de l'histoire au niveau universitaire. Et là, je peux témoigner, Walid Mahjoubi, il est encore en vie, il peut en témoigner aussi, d'ailleurs c'est lui qui m'a rapporté ça, il m'avait dit, parce qu'il enseignait l'histoire du mouvement national à la faculté, le 9 avril, moi j'étais en première année, donc et on parlait de ça aussi, aucune pression, aucune comment dire, orientation officielle qui vient d'en haut pour leur dire il faut enseigner l'histoire de la Tunisie selon la vision officielle. Non. Ils étaient tous libres. À l'université. À l'université. C'est ça le problème.
là j'écris quelque chose à propos de ça, ce qu'on enseignait à la faculté. Et nous, en tant qu'étudiants, on l'apprenait. Est-ce qu'on était capable de le déplacer après, une fois qu'on est devenu enseignant au secondaire? Et c'est là la coupure. C'est très délicat, c'est en filigrane, mais ça existe. Ça existe. Tu enseignes ce que tu veux à la faculté. Aucune importance. Mais, une fois tu es nommé pour enseigner dans une école secondaire ou dans un collège, là, ça devient une autre affaire. Là, tu as un programme, là, tu as des directives, des objectifs en distribué, délivré d'objectifs. Donc, pour chaque matière, enfin, pour chaque module d'histoire, en première année ou en terminale, quels sont les objectifs? Il y a de l'idéologie là-dedans. Il faut savoir comment les lire, c'est tout. Voilà. Mais surtout cet objectif qui cherche à faire sentir à l'élève et le rendre conscient de son appartenance arabo-musulmane dans le Maghreb, dans la Méditerranée, ses rapports avec l'Orient, enfin des choses comme ça, très volatiles, et son identité. Bon, mais ça tourne toujours quand il s'agit d'enseigner. D'ailleurs, je vais vous rappeler et vous parler de la réaction des élèves en terminale. Le programme d'histoire en terminale, tel que je l'ai enseigné dans les années 80, c'était une grande partie, c'est l'histoire internationale, la Première Guerre mondiale, le bolchevisme, etc., etc. La deuxième moitié du programme, c'est le mouvement national tunisien. Alors, la réaction des élèves quand j'annonce, bon, mes enfants, maintenant, on passe à la deuxième partie de notre programme. On va commencer par l'histoire du mouvement national. Oh, on va lire les mensonges. Et des réactions qui fusent de partout. Des réactions qui fusent de partout. Donc, il faut beaucoup de, comment dire, de patience et savoir comment leur faire comprendre que ça fait aussi partie de notre histoire et comment leur faire passer ce message. On va pas faire l'éloge de Bourguiba comme c'était aux années 80, 70, c'était ça. Le programme du mouvement national, c'est égal Bourguiba. Pourquoi? Parce que, pour illustrer le cours, à 80%, c'était des textes du discours de Bourguiba. C'était des textes à commenter. C'est des textes à commenter. En plus de l'enseignement, il y avait le matraquage à la télévision. Les discours de Bourguiba qui étaient transmis, ou bien, ce qu'on appelait le feuilleton au quotidien, Mtawjihat Raïs, à 10 minutes avant le début du journal parlé de 8 heures du soir. Donc, il y avait aussi le fameux séminaire sur l'histoire nationale que Sayah a organisé et dans lequel Bourguiba était le seul intervenant. Mais Sayah, en l'évoquant, il n'a fait que cautionner et renforcer cette orientation de l'histoire officielle en rendant que le grand responsable de l'émancipation de la Tunisie, c'est Bourguiba. Est-ce que, justement, j'avais une question par rapport à Sayah. Est-ce que ça peut paraître très léger, je l'avoue, mais est-ce qu'on peut dire que Sayah était l'historien officiel de la Tunisie des années Bourguiba? Il a cette étiquette à travers la série de livres qu'il a écrits sur l'histoire du mouvement national, qui commence par dialogue, rupture et tout ça. On les a ici. Mais je vais être encore plus simpliste encore quand je dis que malgré ça, ces livres de Sayah ont constitué une référence pour plusieurs historiens. Si tu ouvres maintenant plusieurs thèses de l'époque de 90-80, dans la bibliographie, Sayah est cité. Ah oui. Il est cité. C'est-à-dire que... Il est cité comme une référence sérieuse ou comme un exemple de choses que... Non, comme une référence sérieuse. Ah oui. Bon, parce qu'il faut reconnaître quand même une grande qualité dans ce qu'il a écrit, c'est les événements. Parce qu'il les a suivis à la minute près, pratiquement. Quand tu as besoin de connaître un événement dans son contexte exact, là, on est sûr que c'est sérieux. Mais ce qui n'était pas très bien partagé par tout le monde, c'est cette exagération. Il a agrandi, il a exagéré un peu l'image de Bourguiba. Donc ça, c'est l'histoire officielle. Et il y avait donc cette distinction entre le secondaire, le primaire aussi, bon, primaire trop négligé, et l'université. L'université, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'histoire officielle. On peut utiliser n'importe quel discours pour les étudiants. Maintenant, elle est discutée, cette histoire officielle, même avant, tu l'as dit,
la révolution de 2010-2011, on a essayé quand même, grâce justement à ce PNR, ce programme national, on a commencé justement à écrire d'une manière plus réfléchie, disons plus scientifique, en se basant sur maintenant une nouvelle autre source de connaissances qui sont les archives orales. Et ça, je crois, bien que trop critiqué, les archives orales ont quand même constitué pour certains une source de connaissances. Et pour combler ce qui manque, pour compléter ce qui se trouve dans les archives écrites, ou bien pour contredire ce qui est dans les archives officielles. Partant du fait, comme je le défends moi, qu'une archive écrite n'est pas sacrée. Elle peut être manipulée, et moi j'ai plein d'exemples là-dessus. À quel moment l'histoire orale a commencé à avoir de l'importance en Tunisie? Académiquement parlant, je ne parle pas du côté politique. Académiquement parlant, c'est à partir justement des consignes de André Louchy ou Charles-André Julien, je ne sais plus qui a dit, j'ai cette citation quelque part, il faut aller chercher les sources n'importe où. Il faut en aucun cas négliger quoi que ce soit pour écrire l'histoire. Une manière de dire que il n'y a pas que les archives écrites. Et ça a pris peau avec justement ces séminaires dont je parlais tout à l'heure, et avec les témoignages et les polémiques qui naissaient dans les salles de conférences, des polémiques issues de la réaction d'anciens collaborateurs de Bourguiba ou d'anciens opposants à Bourguiba qui étaient présents. Ils sont tous partis maintenant, ils sont tous morts. Heureusement qu'on a enregistré pratiquement tout ce qu'ils avaient dit, sans tenir compte de la véracité, sans tenir compte de l'importance, de la crédibilité plutôt, de ce que Azouz Rbaï dit ou Boudaïli dit, etc. dit. Non. L'essentiel, c'est avoir un autre son de cloche qui pourrait éveiller chez l'historien, chez le chercheur, l'idée d'aller chercher ailleurs. Cela ne veut pas dire, pour autant, qu'il va reproduire mot à mot les témoignages de cet acteur ou de ce témoin, pour dire que ce qui s'est passé est vrai, voilà ce que dit un tel. Non, ça c'est une dérive. Au contraire, ce n'est même pas scientifique. L'importance de ces témoignages, c'est qu'elles peuvent servir. Tout d'abord, il faut chercher plusieurs témoignages autour d'une seule thématique. Donc, maintenant, le travail de l'historien, c'est comme s'il va travailler sur un papier, sur un texte écrit, archive écrite. Pour l'histoire orale, c'est la même chose. Les deux types de documents obéissent à la même, à la même règle de traitement. Il faut croiser, interpréter, lire et surtout croiser. Quand j'ai 5 ou 6 témoignages autour de la même thématique, ça me permet de croiser avec, bien sûr, les 5 témoignages, mais aussi avec ce que j'ai trouvé dans les archives écrites, dans les journaux. Et c'est pour cela que c'est un travail de longue haleine. Écrire, c'est pas facile. Si on veut vraiment travailler honnêtement, sérieusement, et produire quelque chose qui pourrait intéresser. Sinon, ce n'est pas la peine. Maintenant, les jeunes chercheurs, c'est pratiquement de la compilation de ce qu'on trouve directement dans les archives. C'est comme si c'était lui qui a produit ce travail-là. Par contre, nous avons aussi des travaux qui sont d'excellente qualité. Moi, j'ai encadré quelqu'un, d'ailleurs son travail il est publié, sur le mouvement des Fellaga dans le sud-est de la Tunisie, en se basant sur les témoignages oraux, essentiellement. Il a écrit un autre livre, très intéressant aussi, sur ce qui s'est passé à Megerden, qu'il a publié aussi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2022, que l'effort ou le travail d'écriture ou de réécriture de l'histoire de la Tunisie est sur un bon chemin? Est-ce qu'on a une chance un jour de dire, voilà, on a un ensemble de documents qui, en les croisant, les lisant, on peut savoir ce qui s'est passé dans ce pays? Ma réponse est oui. Sauf que je n'ai pas cette
utilisation de réécriture. Parce qu'on l'a écrite, cette histoire. Elle est écrite, l'histoire. Maintenant, essayez quand même d'écrire encore une fois l'histoire, en prenant les mêmes dossiers qui, nous croyons, qui sont déjà écrits, publiés, tout ça. Non, moi je suis contre. Dans le travail de tout historien et dans l'histoire d'une manière générale, il n'y a jamais un dossier qui a été clos et fermé. Non, il faut revenir et les ouvrir de nouveau. Et les revoir à la lumière de nouvelles données. Données, je ne dis pas données dans le sens nouvelles trouvailles archivistiques uniquement, même au niveau du contexte intellectuel et politique. On a fait un séminaire en Allemagne il y a quelques années avec l'Alexo à propos de l'influence de ce qui s'est passé dans le monde arabe 2010, 2011, 2012 sur l'écriture de l'histoire. C'était un bon séminaire et j'ai écouté des Libanais, j'ai écouté des Égyptiens, c'est très intéressant parce que ce n'est pas une question d'archives, ce n'est pas une question de nouvelles trouvailles de connaissances et de réalité ou de vérité. Si, certes, ça peut être aussi. Parce que les gens qui n'ont pas eu le temps ou qui n'ont pas eu le droit de parler, c'était une opportunité pour eux, donc, non seulement de parler et de témoigner, mais de donner ce qu'ils ont comme archives. Rapidement, je vous donne un exemple. Au lendemain de la Révolution, et du temps de la direction de cet institut par Abdel Ben Hamida, il m'a appelé, il m'a dit, Béchir, il y a le fils de Cécile Aswad qui nous a appelés et il a dit que son père possède des documents qu'il a toujours cachés avec l'aide de sa mère parce qu'il croyait détenir quelque chose d'explosif. Ils ont toujours cette hantise. Il aimerait bien, maintenant que tout a changé et qu'on peut parler librement, il a l'intention de nous donner ses archives. Je l'ai reçu ici, il nous a amené 3 ou 4 cahiers où il y a des choses extraordinaires sur les dépenses, sur le coût des fellègues, comment ils mangeaient, c'est le vécu. Donc, c'est ça ce que j'appelle réécriture. Réécriture, c'est-à-dire reprendre, sans changer dans le sens, non, ce qui a été écrit à l'époque de Bourguiba est obsolète, il faut le balancer. Non, il faut garder. Il y en a plein qui ont travaillé sur les livres d'histoire à l'époque de Bourguiba, les livres scolastiques. Léla Hadda, que tu connais, elle a fait un certificat d'aptitude à la recherche à partir de l'enseignement d'histoire dans les livres. C'était très intéressant. Il faut les garder, ça fait partie de notre mémoire, c'est notre mémoire. Même si elle est douloureuse, même si elle est erronée, même si elle est, maquillée et tout ça. Mais il faut que ça reste. Notre drame, nous, en Tunisie et dans pas mal d'autres pays, c'est que on se débarrasse du document disant que ça ne sert plus à rien. Donc, il faut savoir comment préserver le patrimoine, quelle que soit sa nature. Mais le plus important, c'est comment traiter cette mémoire. Comment se comporter avec cette mémoire sans un esprit de vouloir détruire. C'est une autre étape, un autre élan dans l'écriture de notre histoire, de la période qui a été déjà écrite, mais sous une autre optique, voilà, dans un autre contexte, et comme je l'ai dit, dans un environnement qui permet peut-être de dire ce que nous ne pouvions pas dire à l'époque de Bourguiba de Ben Ali. Donc c'est une occasion pour réinterpréter. Alors je donne toujours l'exemple que j'ai connu récemment parce que je suis en train de lire le livre de Lazar Rabi quand il parle de cette transition post-coloniale. Finalement, quelqu'un qui va lire ça superficiellement, il va dire mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ce monsieur? Il est en train de répéter ce qui a été déjà écrit. Les conventions, le protocole. Mais quand on regarde encore plus et on voit ces petites phrases, il est en train de reproduire, mais en essayant de faire une autre lecture pour justement transmettre la transitologie du domaine des sciences et de politique dans un domaine qu'il a toujours refusé, c'est-à-dire l'histoire. Et pire encore, pour les pays de l'Afrique du Nord, alors que les chantres de la transitologie disent que c'est une matière qui n'est pas applicable aux Arabes. Parce que qui dit transition, qu'est-ce qu'il dit? Il dit démocratie. Et dans notre pays, il n'y a pas de démocratie. Mais pour Lazare, il a osé pour dire que c'est vrai, il n'y a pas eu de démocratie, mais on peut utiliser cet outil pour lire autrement une période que tout le monde croyait déjà écrite et connue. Et c'est pour ça que j'ai apprécié ce livre. Voilà. Moi, je voudrais revenir, si tu permets... Non, je permets tout. À ton itinéraire de chercheur. En quoi, et la question est directe, pardon, en quoi Béchir Yazidi, l'historien bien sûr, a été ou est toujours utile?
Dans l'écriture de l'histoire, bien sûr. Donc, on parle d'histoire. Euh, Moi, je croyais, en arrivant à 65 ans, j'ai toujours cru que bon, c'est fini, j'ai fait mon travail, j'ai enseigné, j'ai produit quelque chose, utile ou pas, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Quand j'ai posé cette question-là, je n'ai pas eu le temps de répondre à ma question. Les sollicitations, c'était les invitations, c'était les pressions, entre guillemets, de belles pressions, de la part de cet institut et des responsables qui sont ou qui étaient à la tête pour me demander, Béchir, tu es toujours utile. On ne peut pas se passer de toi pour certaines choses. Donc, j'ai repris mon bâton de pèlerin, d'ailleurs que je n'ai jamais abandonné, parce que au courant de mes 20 années en tant qu'historien et de chercheur à l'université, j'ai amassé une quantité énorme de documents que j'ai utilisés pour quelques travaux, mais d'autres n'ont jamais été utilisés, qui attendent. Donc moi, je pensais trouver le temps pour écrire ce que je voulais écrire, que je n'ai pas eu le temps d'écrire, surtout à propos de ma grande passion. Deux grandes passions. C'est le domaine de l'État et surtout l'hydraulique, le domaine de l'hydraulique. Je voulais reprendre ça et publier un livre qui parle de ça correctement. La deuxième passion, c'est les rapports entre l'Espagne et la Tunisie à l'époque contemporaine. Parce qu'à partir de mon cadre, de mon sujet de certificat d'aptitude de la recherche sur les républicains espagnols, je n'ai pas abandonné ça. Parce que moi, je n'ai pas abandonné, et les Espagnols, je ne le dis pas pour me jeter des fleurs, je suis presque le seul spécialiste en ce qui concerne l'exil républicain en Tunisie, en Espagne. Parce que j'ai écrit un livre en espagnol, publié en Espagne. Donc, plein d'universités et de groupements de mémoire démocratique et tout ça en Espagne font appel à moi pour travailler. Et pour être précis, le 9 mars jusqu'au 14 mars, je suis impliqué dans les journées hispano-tunisiennes et je vais parler justement de cette histoire-là. Donc, ces deux grandes passions m'ont laissé toujours en contact avec le monde de la recherche, avec la faculté, que ce soit celle de la Manouba, de 9 avril, avec l'Institut, évidemment, et avec les instances espagnoles, avec l'ambassade, avec le centre Cervantes, le centre culturel espagnol. Donc, je me suis laissé entraîner par cette euphorie, par cette magie, et je me suis dit finalement, qu'est-ce que je vais faire si je ne fais pas tout ça? Donc, est-ce que maintenant je suis utile? Ce sont les autres qui me laissent entendre ça. Parce que je me dis tout simplement, c'est une petite équation, si je n'étais pas utile, ils n'auraient jamais fait appel à moi. Tiens, le directeur qui est partant, hein, il a démissionné, Khaled Hamid, que tu connais, dès sa nomination, il m'a téléphoné, il m'a dit, bien, j'ai besoin de toi. Il y a certaines choses qui se passent ici à l'Institut, et tu es le seul qui pourrait les gérer. Je parle scientifiquement, évidemment. Scientifiquement. Et je suis très heureux parce qu'on a gardé ma place dans le comité de rédaction de la revue AOF que publie cet institut. Et l'histoire hydraulique, du coup, elle prend un peu moins de place ou... Non, au contraire, j'ai terminé l'introduction. C'est-à-dire, c'est une question de trouver un temps à moi. Je dois le faire. Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Mais il faut que je termine un peu mes engagements qui reprennent, surtout avec l'Espagne. Aussi diriger des thèses. Oui, des masters, des thèses. Est-ce que tu as eu des choix ou est-ce que tu as essayé d'orienter un peu les thèses que tu as dirigées dans un sens ou dans un autre? Quel directeur de thèse tu as été? Alors, j'ai fait les deux. J'ai dirigé selon mes orientations de recherche. Surtout l'eau. Ouais. Alors, plusieurs masters que j'ai encadrés traitent de la question hydraulique. Sinon, je laisse le choix aux candidats s'ils nous présentent quelque chose. Par exemple, j'ai eu une étudiante que j'ai encadrée et qui a travaillé sur les architectes italiens en Tunisie. Et ça m'a passionné. J'ai appris tu vois, même un encadrant, tout grand qu'il peut être, il apprend aussi. Et j'ai appris des choses extraordinaires que je ne connaissais pas. Une autre qui a travaillé sur la ville d'Ourdens, en Libye.
sur la décoration des maisons. À l'intérieur, il y avait une certaine décoration très très typique. Et elle a fait une étude de beaux-arts. Le dernier en date, qui a soutenu sa thèse, alors que j'étais retraité, mais j'étais toujours son encadrant scientifique, il a travaillé sur la ville de Kérouan, à l'époque coloniale, entre attachement à l'architecture traditionnelle et rénovation. Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre dans l'écriture de l'histoire? Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre, des sujets qui n'ont pas été traités, des régions qui n'ont pas été touchées, et des catégories sociales aussi? Et Oui. pourquoi? Quoi qu'on fasse, il y a toujours des zones d'ombre. Bien sûr. Même, je l'ai expliqué tout à l'heure, même dans des sujets qui ont déjà été traités, et je crois qu'il y a toujours des choses à dire. Moi, je m'étonne quand j'entends quelqu'un dire, mais il n'a pas le droit de travailler sur tel sujet. Moi, je l'ai fait. Mais lui, il va le faire pas comme toi, sinon ça devient de la compilation, du plagiat. C'est à ce moment-là que tu vas se péter. Mais attends voir. Peut-être qu'il va dire des choses qui diffèrent, bien que c'est le même sujet. Moi, j'adore ça. Donc, des zones d'ombre, il y en a. Par exemple, moi, j'adore le centre-ouest de la Tunisie. La région de Gasserine, Gafsa, Tella. Je crois que le travail le plus fourni dans cette région-là appartient à la période ancienne, surtout romaine. Les archéologues, les historiens de l'époque romaine, ils ont beaucoup travaillé. Et on a d'excellents chercheurs. Je ne cite pas de nom, il y en a plein. Mais je pense que pour les autres périodes, par exemple la période médiévale, un peu moins, moderne, presque pas, contemporaine, ça part dans tous les sens. Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette région. Maintenant, pourquoi? Est-ce une question, encore une fois, d'archives? Est-ce une question qui reste dans la mentalité des gens? Ces zones-là, toujours marginalisées. Même, moi, je ne veux pas y penser à ça. Mais parfois, ça s'impose. Moi, je me suis intéressé à Gasserine. Je fais un petit travail. Gasserine et la présence des réfugiés républicains espagnols. Pour moi, ce sont eux qui ont créé la ville. Et je démontrais ça avec A plus B. Donc, pourquoi ne pas voir autre chose? Bon, s'intéresse un peu à la Deuxième Guerre mondiale, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Si on fait une évaluation, c'est une zone qui est trop négligée. Le Nord-Ouest aussi. On a essayé, en 2005, en 2004, de faire un grand travail qui tourne autour de cette région, avec des multidisciplinaires, historiens, géographes, géologues, tout ça. Mais ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il y a peu de publications. On parlait ce matin en venant, on parlait des Fallagues. Le sujet des Fallagues, il a été relativement très peu traité. Bon, il y a des travaux, mais ils sont éparpillés. Mais ma question, elle est un peu plus subtile, si je peux dire, méchante. Est-ce qu'il y avait à un certain moment, ici ou ailleurs, une volonté de marginaliser certains sujets ou certaines régions? Concrètement et visiblement, je ne crois pas. Non, non, c'est une sensation. Peut-être est-ce une sensation qui vient de ma part, mais voulu, je ne sais pas. Tu penses qu'à l'époque de Bourguiba, on n'a pas essayé un peu d'éteindre ce sujet-là? Parce qu'ils étaient quand même stigmatisés par Bourguiba. Ils étaient stigmatisés alors qu'ils l'ont porté au pouvoir, en quelque sorte. Et tu sais très bien ce qui s'est passé quand il a pris le pouvoir et les chassé de son bureau. Voilà, par exemple, un sujet qui a besoin d'investigation très approfondie, très mal connue. Parce qu'il y a des informations qui partent dans tous les sens. À chacun sa petite histoire. C'est ça le danger. Quand je parlais tout à l'heure de la réécriture de l'histoire, et que on soupçonne ou on découvre, c'est encore pire si on découvre, mais on soupçonne du moins des raisons politiques derrière le fait que tel sujet n'a pas été abordé, Ça serait merveilleux. Au contraire, c'est une relance extraordinaire. Et là, le sujet que tu poses, les Fallagues, depuis leur création, pourquoi on les appelle Fallagues, c'est un autre problème. Mais comment ils sont venus, avec qui, est-ce que c'était spontané, est-ce qu'il y a eu un encadrement, comme on le raconte, de la part de Taïb Miri, on a toujours dit que c'était lui, alors que d'autres que j'ai interviewés, ils disent qu'ils n'ont aucun rapport avec ce monsieur. Qu'ils n'ont jamais attendu des consignes de la part du lieu de store pour bouger. D'autres te disent oui, ça dépend, tu vois.
Et puis, nous, ici, on a un corpus sur les témoignages de grands monsieur qui étaient des chefs et qu'il faut exploiter. Bon, j'ai poussé les jeunes, mais ça ne les intéresse pas. Et moi, je viens d'une famille, en gros, il y a une partie qui est Mkhazniya et l'autre partie qui est Fallag. Mais le Mkhazniya aussi, je découvre petit à petit que Mkhazniya ont eu un rôle absolument extraordinaire. C'était pas seulement des tireurs de cartouches. Non, non. Ils ont joué un rôle social extrêmement important. Absolument. Donc, tu vois, ce sont pas les arguments qui manquent. Puis cette histoire de Fallega ou Prazni, qui était le traître, qui était le militant, qui était le nationaliste, d'autres prétendent qu'ils étaient Prazni, en même temps ils jouaient un double rôle. Il y en a eu. Il y en a eu, je sais, mais il faut être sûr qu'il y en a eu. Et qui? Il faut pouvoir les nommer. Dire, non, même si on les nomme, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des preuves quand même. On ne peut pas dire n'importe quoi. Tu sais que dans le Sud, tu es mieux informé que moi. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai entendu des calomnies, des accusations pour telle ou telle personne. La veille de 52, il portait encore son burnous bleu. Bon, pour les non-initiés, ils ne comprennent pas. Ouais. Le burnous bleu, c'était les goumiers, ceux qui collaboraient avec la France. Quand il a compris que le vent déviait, il a balancé, il est sorti pour dire que il est militant et qu'il était victime de la France, alors qu'il était un grand collaborateur. Qui croire? Moi, j'étais hors de moi à Tataouine une fois, entre deux clans. Alors, il y avait les Yousfistes, il y avait les Bourguivistes, il y avait les je sais pas qui. Et j'ai crié sans me rendre compte. Mais écoutez-moi, je leur ai dit, je suis ici pour essayer de reconstituer l'histoire de la Tunisie en cette période. Je ne suis pas ici pour régler le problème qu'il y a entre vous. J'étais très bien reçu par Mohamed El-Baroud, qui était un grand monsieur. Oui. Bon, un grand monsieur, mais qui était quand même très bienveillant parce qu'il m'a pas laissé contacter Yousfist. Et c'était lui qui est venu me chercher dans sa Mercedes pour m'emmener à Bnirdesh, pour m'entretenir avec ceux qui a invités, pas les autres, qui étaient dehors et qui criaient parce qu'ils voulaient aussi me parler et les empêcher. Quand je termine, il me prend et je mange Shaqan Fatr chez lui pour ne pas être en contact avec les autres. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit dès le départ, j'aimerais bien écouter tout le monde. Mais il y avait une volonté politique à l'époque qui empêchait ceux qui voulaient parler, ils ne pouvaient pas parler. Il y a une Sophie qui a fait le travail à ma place, un enseignant primaire qui a Gelba, Amal Sophie. Et c'était lui parce que le père, il est sophiste. Ouais. Et il est venu me voir, il m'a dit ceux qui étaient empêchés, je vais m'en occuper. Il a publié un livre justement. 2 livres, non? Il a publié 2 livres, mais celui dont je parle, c'était à la suite de mon séjour. Et quand on m'a empêché de voir ces gens-là, lui il m'a dit moi je m'en occupe. Il était un ami parce qu'il enseignait à Tunis avant de se placer à Gerba. Ouais. Et malheureusement, il n'est pas cautionné, reconnu comme historien parce qu'il n'est pas historien. Et moi j'aime bien son travail. Et là c'est un autre travail. Est-ce que être historien, il faut être académique, diplômé. Sauf il a écrit des choses que j'aime bien. Oui. Mais il y a qui dénigrent ce monsieur. Non, c'est pas. Il y en a même s'il n'est pas historien. D'ailleurs, j'ai été le rapporteur d'une thèse qui va être publiée bientôt sur l'histoire écrite par les non-historiens. Ouais. Un super travail. Ça, c'est super. Un super travail. C'est précieux. J'ai plein de titres que j'apprécie, qui sont bien écrits, mieux que ceux écrits par un historien de métier. Ça pose presque un sujet de provocation. Donc, c'est juste pour la polémique. Mais qu'est-ce qu'un document historique? Qu'est-ce qu'un document historique? Qu'est-ce qu'un document historique? Un document historique, c'est-à-dire une source ou bien écrit? Un document historique, tu parles des sources. Ce que j'utilise moi pour écrire. Non, de ce que tu produis. C'est le résultat d'un intérêt pour un sujet que j'ai choisi et qui a nécessité un travail énorme, c'est-à-dire pour, premièrement, et ça tout le monde le sait, la collecte des informations, donc être un peu partout dans les centres de recherche où je peux trouver ce qui pourrait m'intéresser, et puis essayer donc de répondre à une ou plusieurs problématiques que j'ai posées dès le départ en choisissant ce sujet, et essayer donc de trouver des réponses dans cette masse d'archives, et après donc avoir interprété et lu ces archives à la lumière de ces questionnements que je me suis posés pour arriver ou pas peut-être à certains résultats.
Mais est-ce que ce travail-là est-il uniquement à l'honneur d'un monsieur qui a un doctorat ou un diplôme, ou est-ce qu'un autre qui n'a pas ces mêmes titres, est-ce qu'il est capable de faire le même travail? Je te réponds sans te donner le temps de répondre. La seule question qui pourrait se poser, c'est une question de méthodologie. Ce que je reproche, par exemple, à Ammar Soufi, c'est sa manière d'approche, c'est l'approche, muqarba. C'est la méthodologie d'écrire. C'est parfois, il est emporté. Parfois, il n'est pas subjectif, il n'est pas objectif. Mais, même dans les écrits d'un historien de métier, on peut trouver ces choses-là aussi. Je pense qu'il faut tout lire. Je crois qu'on commence à s'approcher de la fin, en ce qui me concerne, du moins. Mais j'ai encore une question, sur, toujours pareil, c'est un peu sur la construction intellectuelle de l'histoire, en fait. C'est pas seulement l'écriture, c'est comment on construit l'histoire. Et un peu, à l'image d'autres pays aussi, on pourra en parler, en dire beaucoup. Mais l'histoire, en Tunisie du moins, et dans beaucoup d'autres pays, elle reste urbaine. Elle touche pas aux questions rurales. L'histoire du foncier tunisien, l'histoire des déplacements, même le nomadisme ou le pastoralisme, c'est abordé un peu sur le côté exotique, un peu sur anecdotique ou exotique. Il y a pas d'intérêt pour le rural. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Parce que les historiens sont tous des urbains? Là, tu me rappelles la même réflexion faite et mise par notre ami, collègue et professeur Edi Timoumi. Oui. C'est lui qui a pratiquement lancé cette accusation. Pourquoi? Parce que lui, il est issu d'un milieu rural, Oui. Kabbalah, etc., dans les environs de Kerouan. Mais est-ce que Roué, qui accuse les historiens de ne pas s'occuper de l'histoire rurale, est-ce qu'il a écrit une histoire rurale? Non, mais... Donc, c'est bon, un peu dans sa thèse de 3e cycle, que j'ai abordé moi-même dans ma thèse, en parlant des terres collectives, des paysans, les problèmes subis par les paysans, à cause de la classification de leurs terres, comme terres collectives et non pas une propriété au arche, au tribut. Mais c'est le seul aspect peut-être rural de la chose. Mais il a toujours essayé de pousser ses étudiants pour justement entreprendre l'histoire au rural. Mais ça n'a pas toujours réussi. Ça n'a pas toujours réussi. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Pour réussir, pour écrire cette histoire, une volonté, juste une question de volonté ou est-ce qu'il y a autre chose? Je crois que c'est une question de choix de la part de ceux qui vont encadrer, si je parle de thèse, je ne parle pas de livres libres. Restant dans le domaine de l'universitaire ou de l'académique, je crois que ça doit émaner de celui, de l'encadrant. De l'encadrant. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, il y a eu des propositions de la part des chercheurs étudiants refusées par leur encadrant. Considérant qu'il y aura un problème, et là je réponds à la question deuxièmement, un problème de source. Il y aura un problème de documents, un problème de documentation. Est-ce qu'il y en aura suffisamment pour étoffer ce que tu prétends vouloir faire? Donc il vaut mieux laisser tomber. Ceci dit, quelques tentatives. Tu as été face à cette situation? Toi-même, tu as dû refuser? Non. Moi, je n'ai pas refusé et je n'ai pas proposé. Mais à culpa. Alors que ce ne sont pas les sujets qui manquent à ce propos. Il y en a plein. Et j'étais tellement convaincu que récemment, on m'a confié un texte à publier dans notre revue et ça m'a beaucoup touché. Bien que ce texte, il a été refusé par un premier rapporteur, moi j'étais tout à fait contre. Et cette chercheur parle de la condition féminine dans les zones rurales. Et cette condition touche l'instruction et les problèmes de l'instruction des filles dans un milieu rural. Deuxièmement, une fois les études interrompues dans une école rurale, quel est le sort des filles qui vont être recrutées par les familles pour servir de bonnes, entre guillemets, quels sont donc les problèmes. J'ai aimé, c'était très, très, très émouvant, et j'ai lu le texte comme un appel qui sort des entrailles. Cette fille-là, elle est en train d'écrire un texte qui n'est pas un texte, c'est un appel.
C'est un appel. Donc, pour revenir à ta question et à ta réflexion, donc, voilà un problème qui concerne la zone rurale et qui pourrait donner lieu à un travail de recherche sur terrain, pas uniquement dans les archives. C'est un travail de terrain, pour commencer. Pour commencer. Et puis... Et là, l'histoire orale serait particulièrement utile et intéressante. Et comment? Elle est le premier outil de travail avant toute... Parce que dans les archives écrites, tu ne vas rien trouver. Donc, oui, il y a eu quelques tentatives. Il y a eu un travail sur les zones rurales à Béja, des années 80 quand même, sur, j'ai oublié le nom, Khamis Ferjani. Il a fait une thèse qui est pas mal, tu connais certainement. Il y a eu Abdelmajid Karayen qui travaille sur le Kerwanais, les Shrahil. Ça touche un peu le rural, mais ça ne rentre pas directement dans le vécu. C'était plutôt de l'histoire. Mais partant de la réalité d'aujourd'hui, aucun travail n'a été fait. Je pense qu'il faut travailler à partir du vécu aujourd'hui, essayer de remonter dans le temps pour voir un peu pourquoi, quels sont les facteurs, quelles sont les causes qui expliquent. On va construire un travail historique à partir d'une préoccupation actuelle. Bon, il faut le dire maintenant à ceux qui sont en train de travailler, qui sont encore en exercice, nos collègues, de penser à cette chose-là. Mais est-ce que nos collègues est-ce qu'ils sont sensibilisés à cette question-là? Bien que la majorité d'eux sont issus de zones rurales. Ils se sont urbanisés par la force des choses. Mais... Toi, tu es un urbain. Ah, moi, je suis un urbain de souche. J'ai une toute petite dernière question. Aujourd'hui, tu es responsable. Tu peux décider de comment enseigner et faire écrire l'histoire. Tu commencerais par quoi? Toi, personnellement, tu es ministre, tu es chef d'État, n'importe, c'est pas important. Mais tu as le pouvoir de décider aujourd'hui. Oh, elle est très, très délicate, cette question. Je commencerai tout d'abord en tant que contemporaniste. Essayer de casser cette interdiction stupide d'avoir accès à des archives. Les archives du ministère de l'Intérieur, qui datent des années 60, 50. Les archives moi j'ai eu affaire aux archives du ministère de la Justice. Parce que je cherchais des choses dans mon travail qui concernent les décisions, les arrêtés, tout ça, concernant telle terre, telle eau. On m'a interdit de les voir. La municipalité de Tunis. Parce que je travaillais sur l'accusation urbaine. Je voulais avoir une idée sur les lotissements, comment ça a été réparti. Pourquoi Taoufik, le quartier Taoufik de 9 avril, a été donné pour un lotissement musulman à un monsieur qui travaillait dans l'administration française. Donc on m'a interdit de voir ces archives de la municipalité. Bon, j'ai pu avoir quelques informations moyennant d'autres sources. Quand tu dis qu'on t'a interdit, tu as une explication. Toi, on te donne forcément une explication, mais toi, est-ce que tu as une explication? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas ouvrir ces archives? Oui, honnêtement, je me suis dit qu'ils ne voulaient pas fournir un effort parce que j'étais en train de le déranger. Donc, si j'ai un pouvoir de décision, je commencerai par faciliter l'accès aux archives. Faciliter l'accès aux archives. Et puis quoi encore? Puis c'est déjà énorme comme premier pas. Et puis permettre aux gens sérieux qui travaillent sérieusement de bénéficier d'un congé s'ils travaillent. Et je leur payerai leur période de travail pour qu'ils travaillent à l'aise. Mais à condition, bien sûr, que le résultat soit concluant et satisfaisant. Mais j'insisterai sur la question des archives, parce que c'est très encourageant. Je remercie le directeur général au ministère du domaine de l'État. Il m'a ouvert toutes les portes. Ça m'a permis d'accélérer un peu mes recherches et mon travail. Donc, je trouve que c'est très important. Et ce qu'a fait l'Institut aussi, il faut que je le dise aussi, en ayant des copies des archives de Nantes et de Paris, ce qui a permis à des gens qui n'ont pas les moyens pour aller à Paris, comme ceux qui devaient le faire il y a quelques années, parce qu'ils n'en avaient pas ici. Donc maintenant, au lieu de payer le voyage et gaspiller beaucoup d'argent, tu as tout ce qu'il faut ici. Est-ce que justement, entre guillemets, les Français, l'administration française, bien sûr, des décideurs, est-ce qu'ils donnent facilement? Non, c'était une convention entre les deux États. C'était quelque chose de très... Mais il faut payer. On a payé je sais pas combien de millions, je suis pas dans les... Mais on peut le savoir. On les a pas eus gratuitement.
Non, c'était un accord, une convention signée qui a traîné. Il fallait payer pour faire le tri. Malheureusement, parce que moi j'aurais bien aimé qu'il amène tout, parce qu'ils n'ont pas tout amené. Et il y a encore des choses à ramener, à rapatrier. Il y a plein de choses. Il n'y a pas d'espoir à rapatrier? Alors, Khaled Abid, quand il était le directeur ici, il m'a promis, il m'a dit, je vais relancer la question de rapatriement des archives, parce que lui, il les connaît très bien. Et moi aussi, j'y étais, j'ai vu les dépôts, surtout l'iconographie, les photos, Ah oui. de quoi remplir toute cette salle. Max a travaillé dans les archives. Oui, oui. De Nantes, tu as été à Nantes. Non. Tu n'as jamais vu les clichés sur... Oui, oui. Photos. J'ai vu une grande quantité de documents qui Il y en n'existent a pas plein, ici. il y en a plein, je sais. Oui. Même des documents qu'on croyait qu'il existe ici. Le directeur Non, de je me sais. Heurtebis, c'est un ami de la Tunisie, il nous aimait beaucoup. Il a voulu justement nous aider pour rapatrier surtout les documents iconographiques. Parce qu'il y a plein de photos. Et la photo, Ah oui. on n'a pas parlé de la photo comme document de travail. C'est essentiel, c'est important. Oui, oui. Ah oui, c'est l'image. Et l'interprétation de l'image, ça c'est une nouvelle science que j'adore. Moi, j'ai fait une conférence avec Hamza Al-Hafiz quand il était dans la Beladi, il a fait Benzal juste après. Il m'a invité et je leur ai montré des documents photographiques, des photos de la vision des Français de la bataille de Bizerte, en partant de clichés pris par les soldats français. Comment ils voyaient, contrairement à ce qu'on essaie de nous montrer de côté tunisien. Et c'était une autre écriture de l'histoire. Moi, j'adore l'iconographie. Moi, je suis arrivé vraiment à la fin. Est-ce que toi, maintenant, le champ est libre? Si tu penses à quelque chose que tu veux dire ou ajouter dans ce cadre, Bon, tout d'abord, je vous remercie tous les trois d'avoir pensé à faire cet entretien. Et puis, je vous remercie aussi pour avoir pensé à réunir d'autres entretiens pour peut-être produire un document filmé, je ne sais pas comment il va être, pour avoir... Habib, j'ai toujours rêvé d'une histoire sans frontières au niveau du Maghreb. D'ailleurs, j'ai participé en 2000, je ne sais plus, les années m'échappent, à Tanger, au rendez-vous d'histoire de Rabat, qui se sont déroulés à Tanger, à propos de la terminologie de frontières. Et moi, j'ai parlé d'un livre d'histoire sans frontières, entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Donc, pensez à une telle chose sur l'historien, comment il conçoit son travail, comment ses réflexions autour de l'écriture, des problèmes, tout ce qu'on a dit pendant cette matinée, à un niveau maghrébin, mais je crois que c'est aux intellectuels, aux actifs tels que vous, pourraient, par ce petit travail, aussi modeste soit-il, contribuer à montrer aux générations futures que finalement, parler du Grand Maghreb, c'est pas un mot comme ça dans l'air, un vain mot, c'est toute une histoire commune et qui pourrait peut-être réussir à éliminer les problèmes que malheureusement nous vivons. Parce que nous les voulons, mais aussi parce que les autres le veulent pour nous empêcher à être une seule entité géographique, politique. Voilà, c'est mon grand souhait que j'ai mis à la fin de cet entretien, c'est voir un jour que le Maghreb constitue une seule entité, peut-être avec la Libye aussi, je ne sais pas. merci. Je vous en prie.